La colère de Jonas disparut pendant le trajet de retour jusqu'à son appartement. Elle laissa la place au grand calme qu'il ressentait toujours, quand il savait avec précision ce qu'il avait à faire. Or, il y voyait clair désormais. Le commissaire était juste plus malin que les autres, plus à même de cacher sa turpitude. Mais comme les autres, lui aussi se refusait à s'attaquer à plus puissant que lui. Pour cela, il devait être puni. Et Jonas savait très exactement quelle serait la punition adaptée. Il n'y avait plus qu'à tout préparer pour monter le scénario qu'il avait à l'esprit. Mais avant ça, il devait s'occuper de la restauratrice. Il était désormais quasiment certain que l'argent était la vraie motivation de cette femme. L'argent, et certainement pas cette soi-disant admiration dont elle lui avait fait part au sujet de la mésaventure du procureur. Il savait comment en avoir la confirmation. Et dès qu'il l'aurait, il la punirait. Ce serait aisé. Il ferait vite. Il voulait se débarrasser de ce cas banal et secondaire et pouvoir se consacrer entièrement au commissaire, dernière affaire qu'il traiterait avant de fuir Limoges et ses interférences humaines qui lui faisaient trop de mal. Il s'attela à préparer ce dont il avait besoin. Et 3 jours après sa rencontre avec le commissaire, il entra dans la phase active de son plan. Première étape, la restauratrice. Il sortit de son appartement, une mallette à la main, assez tôt dans la matinée. Un quart d'heure plus tard, il s'installait à la terrasse du restaurant. Le couvert était déjà dressé en prévision du coup de feu de midi, mais pour le moment le lieu était désert. Il écarta assiettes et verres, posa sa mallette à plat sur la table et attendit. Ce ne fut pas long. Elle sortit, la mine interrogatrice, et se dirigea vers lui. Il lui fit signe de s'asseoir. Après une courte hésitation, elle obéit. Il désigna alors la mallette. Il y a 50 000 € là-dedans. Elle accusa le coup, mais ne dit rien, attendant visiblement la suite. Jonas poursuivit donc son explication. Malgré tous vos efforts, malgré le succès de votre restaurant, vous avez des soucis de trésorerie. Il vous manque très précisément 30 000 €. Je sais que la banque fait des histoires en ce moment pour vous accorder le prêt de roulement dont vous avez besoin. J'ai le pouvoir de faire disparaître vos difficultés, en échange d'un minuscule service. Toujours silencieuse, elle fit un léger signe de tête qui semblait l'inviter à poursuivre. Il poursuivit donc. Vous n'êtes pas du genre à aider la police. C'est bien ce que j'ai cru comprendre. Elle ouvrit la bouche, mais il ne lui laissa pas le temps de répondre. Ça tombe bien. J'ai besoin d'un alibi. Je vous propose de me le fournir, moyennant finance. J'étais en bonne compagnie l'autre soir, vous voyez ce que je veux dire, j'imagine. Une mineure. Et je risque quelques ennuis. Dans la mesure où vous aimez bien mentir à la police, ça ne devrait pas vous poser de problème. Le regard qu'elle lui lança le déstabilisa. C'était un regard de profond mépris. Il crut fugitivement qu'elle allait refuser son offre, l'obligeant à revoir tout ce qu'il pensait savoir de la nature humaine. Ce qu'elle fit fut pire encore, car pour la première fois de sa vie, il fut pris au dépourvu. Elle hocha la tête, se leva, fit le tour de la table, actionna le mécanisme d'ouverture de la mallette, saisit une liasse, la compta, en saisit une autre, puis une autre. Elle les posa une à une sur la table et dit « Voilà 30 000 € précisément. Je ne sais pas ce que je m'étais imaginé, que vous étiez une sorte de justicier, un gars qui essayait de rétablir l'équilibre. Mais non, vous êtes juste un petit monsieur plein aux as qui s'ennuie et qui prend son pied à manipuler les gens. » Elle saisit le torchon qu'elle avait lancé sur son épaule quand elle était venue à la rencontre de Jonas, le posa à plat sur la table et y enveloppa l'Élias. Je n'irai témoigner de rien du tout. Je me demande même s'il y a bien une mineure et si vous ne racontez pas n'importe quoi dans je ne sais quel but tordu. Mais après tout, je m'en fous. Si vous dites la vérité, si en plus de jouer avec les gens, il s'avère que vous êtes un gros dégueulasse, eh bien, ne comptez pas sur moi pour vous couvrir. Signalez-moi à la police. Je lui raconterai cette scène et je lui remettrai l'argent. Et si personne ne vient, parfait. Je comblerai mon trou de trésorerie grâce à vous. Je verrai ça comme une compensation. Après tout, vous avez fourré votre nez dans mes affaires. Elle assura sa prise sur le torchon gonflé par les billets de banque, tourna les talons et entra dans le restaurant sans se préoccuper davantage de Jonas. Il resta là un instant, médusé. Puis il ramassa la mallette et quitta la terrasse.
Pendant le trajet qui le ramenait chez lui, il commença par être incapable de penser correctement. Son cerveau n'était que bruit et fureur. Au milieu du pont médiéval, il s'arrêta, alla au parapet et jeta la mallette qui atterrit dans la Vienne avec fracas. Les mains ainsi libérées, il se mit à trotter avec obstination, luttant pour parvenir à respirer parce que chaque inspiration était une douleur et qu'il lui semblait qu'il n'allait pas tarder à succomber à une asphyxie. Il lutta pour maintenir malgré tout son petit trot, malgré le malaise intense qu'il ressentait, malgré ses poumons qui semblaient vouloir éclater à tout moment et malgré la nausée qui l'avait saisi. Il mit un pied devant l'autre, encore, et après de longues minutes douloureuses, il obtint ce qu'il recherchait. Son souffle se fit plus régulier, l'air entra enfin jusqu'au plus profond de ses poumons, et les endorphines se frayèrent leur chemin. Alors, ses pensées recommencèrent à s'organiser, et l'une d'elles émergea. Il venait de commettre une erreur. Pour la première fois de sa vie, il avait bâclé un scénario, lamentablement. Il avait été si médiocre qu'il avait laissé une échappatoire à sa cible, et pas une petite, une échappatoire grosse comme une maison. Si son scénario avait été conçu convenablement, cette femme n'aurait dû avoir que deux possibilités, accepter ou refuser. Elle en avait trouvé une troisième, sans avoir à se creuser la tête. Comment avait-il pu se laisser aller à ce point? Il se sentit vulnérable et regarda la chose bien en face. Il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Il y avait une faiblesse en lui, une faiblesse qui était née de la rencontre de ces deux personnes, cette femme et ce policier. Le doute qu'il avait ressenti l'avait fragilisé. Il accéléra sa course. Sa foulée était désormais parfaite, allongée et souple. Il choisit de continuer à courir un peu sur la berge de la rivière avant de rentrer chez lui. Quelle décision prendre à présent? La réaction de la restauratrice, imprévue, ne lui permettait pas de statuer définitivement sur elle. Il s'arrêta net, frappé par la décision qui s'imposa alors à lui, une décision inédite. Il n'allait pas creuser plus loin. Qu'elle profite bien de son argent. Il n'irait ni le lui réclamer, ni tenter de la piéger à nouveau. En temps normal, il aurait été incapable de prendre une décision pareille. Il avait toujours pensé que son salut venait de l'achèvement, le fait de toujours aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, et aussi compliqué que cela soit. Cette fois pourtant, il n'allait pas terminer. Cette femme n'entendrait plus parler de lui. Il revit fugitivement l'expression de mépris avec laquelle elle l'avait fixé, et il eut un petit rire. Elle l'avait bien eu, et elle lui avait fichu une sacrée secousse. Pas mal pour une petite humaine. Il rit de nouveau un peu plus longuement, et ce rire termina de le détendre. Il mit alors le cap sur son appartement. Et tout en courant, il focalisa sa pensée sur le commissaire. Ce qu'il venait de réussir avec les restauratrices, ne pouvait-il pas le renouveler pour le policier? Le chasser de son esprit, faire son sac et quitter cette ville définitivement sans plus regarder en arrière. Il arriva chez lui, entra dans son salon, se débarrassa de ses vêtements, passa sous la douche. Et tandis que l'eau brûlante exerçait son pouvoir de délassement, il ferma les yeux. Ce ne fut pas long. L'évidence fit son chemin vers sa conscience et éclata devant ses paupières fermées comme une bulle de savon. Les deux cas étaient différents. Il n'y aurait pas de délivrance pour lui tant qu'il ne serait pas allé au bout. Le policier avait refusé de l'arrêter dès qu'il avait appris à qui il avait affaire. Il ne pouvait laisser cela impuni et espérer retrouver sa pleine sérénité. Il se sécha, mit des vêtements propres et alla quérir les 5000 € qu'il avait préparés et cachés parmi ses caleçons. Il était encore trop tôt. Les petits bourgeois dealers qu'il avait repérés ne se montreraient que dans l'après-midi. Il n'allait pas pour autant attendre ici. Il fourra l'argent dans sa chemise, enfila un blouson de cuir fin, sortit et prit le chemin de la cathédrale. Une fois sur le parvis, il s'installa près des jets d'eau qui ornaient les lieux et attendit, les yeux fermés, focalisant toute son attention sur son souffle et la pensée unique de ce qu'il avait à accomplir. Quand ils se montrèrent et commencèrent leur manège, consistant à déambuler sur le parvis tout en guettant les clients, il se leva et alla vers 2 d'entre eux qui devisaient, appuyés contre un des arcs-boutants. Il s'agissait de 2 hommes jeunes à la mise soignée. Ils le regardèrent arriver avec curiosité. « Je sais que vous vendez de la cocaïne. J'ai 5000 € sur moi. Je vous les céderai contre un demi-kilo, le double de votre prix. » Les 2 dealers prirent une mine étonnée.
On ne vend rien du tout. Jonas soupira. Oui, vous venez ici juste pour le plaisir de rester planté là à ne rien faire. Ils rirent. Eh oui, et ça n'est pas interdit. Jonas croisa les bras et les dévisagea. Ne me faites pas perdre mon temps, je ne viens pas là à l'aveugle. Il posa son doigt sur la poitrine de l'un des deux et imprima une légère poussée avant d'ajouter. J'ai pris mes renseignements sur vous. Vous êtes un gosse de riche à qui l'argent de poche de papa ne suffit pas. La cocaïne, vous la rapportez de vos voyages au Maroc. On ne vous fouille pas à l'aéroport à cause de la position de vos parents et de vos billets en classe affaires. Vous en revenez, précisément, et vous avez ce que je cherche. Le garçon fronça les sourcils et s'obstina. Ça suffit, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, et si vous continuez à m'importuner, je vous préviens que ça pourrait mal tourner. Jonas haussa les épaules, indifférent à la menace. Vraiment. Et qu'allez-vous faire? Appeler la police? Écoutez-moi bien, je ne suis pas une menace pour vous, mais je peux le devenir si vous ne me satisfaites pas. Il pointa de nouveau son doigt vers le garçon. Je connais votre adresse. Il l'a dit. Je sais que vous poursuivez des études de droit, que vous pensez devenir magistrat. Vous n'êtes pas un étudiant bien brillant, mais qu'à un cas, vous y parviendrez. Vous vous rangerez, et vous condamnerez sans état d'âme les dealers des quartiers populaires. Mais vous avez de la chance, vous ne m'intéressez pas du tout. La seule chose que je veux, c'est votre cocaïne. Alors je vais rester là avec votre ami. Vous allez retourner chez vous et me la rapporter. Je vous donne une demi-heure. Après ce délai, je disparaîtrai et vos ennuis commenceront. Le garçon hésita. Il ouvrit la bouche comme pour protester à nouveau, la referma, se tourna vers son ami qui haussa les épaules. Puis il se décida et partit en courant. Une demi-heure plus tard, l'échange eut lieu. Jonas reprit le chemin de son appartement, la précieuse drogue fourrée dans sa chemise. La suite allait être facile. Il savait déjà comment il introduirait le pain de cocaïne chez Savini et comment il provoquerait ensuite une descente dans l'appartement du commissaire. Cet homme avait décidé de ne pas poursuivre un coupable afin de ne pas se compliquer la vie. Il allait voir sa vie se compliquer gravement, juste retour des choses. Tout à ses pensées, il gravit les 2 étages conduisant à son appartement, fouilla dans sa poche, en sortit ses clés. Une voix s'éleva alors derrière lui, arrêtant net son geste. Il se retourna et découvrit, stupéfait, le commissaire Savini qui se tenait sur les dernières marches de l'escalier conduisant à son palier, une main sur la rampe. « Monsieur Markievitch, j'ai longuement repensé à votre venue à l'hôtel de police. Mes réflexions m'ont conduite à entreprendre cette démarche un peu inhabituelle. M'accorderiez-vous quelques instants de conversation ?